Bonjour, dans quelques jours, le 20 mars prochain, très exactement, nous fêterons le premier jour du printemps et nous entrerons de plein pied dans la plus active des saisons au jardin. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, nous allons planter des pommes de terre. Alors savez-vous bien le faire? Réponse dans notre séquence jardinage. Nous allons ensuite découvrir une technique de culture très particulière des légumes, c'est le potager sur paille. Dans la séquence découverte, nous nous rendrons dans le jardin secret du paysagiste Pierre-Alexandre Risser, non loin de Paris. Et enfin, nous découvrirons, dans la séquence 5 secrets, les meilleures techniques pour multiplier les plantes vivaces. Au printemps, c'est au potager que l'on s'active le plus. Les plantations et les semis s'enchaînent. Et pour ne rien louper, Rustica est à votre côté. Le magazine Rustica de cette semaine vous propose un dossier consacré aux légumes qui produisent beaucoup. Des salades aux carottes en passant par les céleris et les courges, les variétés présentées et retenues par la rédaction l'ont été en raison de leur rendement exceptionnel. Mais les autres légumes ne sont pas oubliés pour autant, puisque le magazine est accompagné d'un carnet pratique spécial potager où vous trouverez toutes les étapes pour ne rien oublier des semis et des plantations à effectuer dès maintenant. Alors justement, c'est le moment de planter les pommes de terre et notre expert Hubert Fontaine est un petit peu pressé. Il les a donc astucieusement installées sous un tunnel pour les récolter beaucoup plus vite. J'ai choisi de planter des pommes de terre rates. Ce sont des pommes de terre de qualité de 100 à 130 jours, c'est-à-dire à partir du moment où je vais les planter jusqu'à la récolte, il se passe 130 jours. Elles vont être plantées sous un tunnel. En principe, on va accélérer la production puisqu'on va les récolter en grenaille. Ce sont des pommes de terre que j'ai fait pré-germer. On voit les germes qui sont déjà développés, mais pas trop, qui ont déjà passé un certain temps à la lumière et à la chaleur. Je vais maintenant pouvoir les planter sous mon tunnel. Comme vous l'avez remarqué, ce tunnel est déjà planté de laitues, des laitues paumées, des laitues qui vont se développer et qui seront bonnes à consommer d'ici 15 jours, 3 semaines. Le temps que les pommes de terre commencent déjà à pousser. C'est pour cette raison que je plante mes pommes de terre sur le bout de mon tunnel pour qu'ils aient une bonne aération et que je puisse toujours bénéficier de l'espace à l'intérieur de ce tunnel. Le principe de la plantation d'une pomme de terre sous un tunnel est identique à celle en pleine terre. Sous un tunnel, on peut serrer légèrement plus fort les pommes de terre. Je vais les installer tous les 30 cm. Pour ça, je vais faire un avant-trou. Je pose ma pomme de terre, le germe, dans la partie supérieure. Je l'installe au fond du trou. Je plante une nouvelle pomme de terre 30 cm plus loin, toujours avec mon germe dans la partie supérieure. Je referme les pommes de terre de façon qu'elles soient à l'abri de la lumière. Au fur et à mesure qu'elles vont pousser, à ce moment-là, je ramènerai de nouveau de la terre ou pourquoi pas du paillis par-dessus. L'intérêt aussi de planter des pommes de terre sous un tunnel, c'est qu'elles sont à l'abri, ça évitera d'avoir le mildiou. Concernant les rats, c'est une pomme de terre qui est plus ou moins sensible au mildiou. Il n'y aura pas besoin de traiter puisqu'elle sera à l'abri de l'humidité. L'avantage aussi lorsqu'on plante des pommes de terre sous un tunnel, et notamment les rats, on va pouvoir les consommer en grenaille. On les consommera avant qu'elles soient complètement à maturité. Et je termine ma plantation de pommes de terre rates par un bon arrosage, des pommes de terre qui sont installées entre mes laitues. Des pommes de terre qui vont pousser, au fur et à mesure je vais les buter. Pour ça, je mettrai une nouvelle planche le long de mes rates. L'intérêt de la rate, c'est une pomme de terre qui a une certaine valeur ajoutée. Vous en apercevrez si vous vous procurez des pommes de terre dans le commerce, ce qui permettra d'avoir des pommes de terre d'une grande qualité sous ce tunnel. Les légumes n'ont pas forcément besoin de terre pour pousser. Ils peuvent aussi se développer dans d'autres types de substrats, comme par exemple de la paille. C'est d'ailleurs sur cette matière que l'expérience a été tentée au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Une expérience que l'on doit à l'initiative de la paysagiste Pascale Marc qui a créé un potager sur des bottes de paille. Bien. Des légumes qui poussent sur des bottes de paille. Nous sommes au Festival international de Chaumont-sur-Loire.
Le jardin, un paysage à goûter, présente un potager cultivé sur de la paille de blé. Ça s'appelle le Strawberry-Gardening. C'est une technique anglo-saxonne qu'on retrouve un petit peu aux États-Unis et en Angleterre. Le principe, c'est de lancer en décomposition le ballot de paille. Et donc c'est un processus qui est lancé avec un apport d'azote, fiente de poule ou broyis de plumes ou de sang séché, etc. Et donc avec ça, on arrose les ballots de paille de ces substances-là. On arrose avec de l'eau pendant quelques jours d'affilée le ballot de paille. Et quand le coup de feu, donc les bactéries se sont développées et que le coup de feu est passé dans le ballot de paille, donc c'est-à-dire que la température monte jusqu'à presque 60-70 degrés dans le ballot de paille et que ça redescend, le ballot est prêt pour accueillir la plantation. Donc l'avantage, c'est que comparé à un autre sol qui est un peu pauvre chez soi, où il faut 1 an, 2 ans, 3 ans d'apport, de travail de sol, de retourner, labourer, etc. Là, en 12 jours, on a un sol qui est impeccable pour accueillir des plantes potagères. La paille étant toujours tiède à une température à peu près de 20 degrés constant, l'avantage c'est que le sol est assez chaud pour pouvoir accueillir par exemple des plantes de tomates 1 mois plus tôt que dans un sol normal quand le sol est trop humide et trop froid encore. Le semis s'effectue sur une couche de terreau. Pour la plantation, on perce les bottes et on couvre les racines avec du terreau. Une fois le jeune plant inséré, on arrose. La paille absorbe l'eau mais rejette les excédents. Il ne faut pas qu'il y ait de manque d'eau puisque en fait, les micro-organismes, les êtres vivants dans le sol ont besoin d'eau pour faire ce processus et donc ils ne peuvent pas nourrir la plante s'il n'y a pas l'eau. Lors de l'installation des bottes de paille, il faut veiller à placer les brins à la verticale, côté coupé vers le haut. On assure ainsi une meilleure pénétration de l'eau et des racines. Et il semblerait qu'il y ait que la carotte qui ne soit pas adaptée du tout à cette technique-là, puisque la racine a du mal à aller vers le fond et passer entre les brins de paille qui pourtant se décomposent, mais je pense que c'est un peu difficile, on n'a pas des carottes droites. Pour le reste, par exemple les pommes de terre, c'est tout à fait idéal, il n'y a plus qu'à couper le fil et on ouvre le ballot et c'est impeccable. Oui, après les tomates, ils sont foisonnantes. Un peu tout, on a réussi à faire un peu tout pousser. Le paysagiste Pierre-Alexandre Risser imagine et réalise des jardins un petit peu partout en France, mais c'est dans son jardin personnel, non loin de Paris, que nous allons le retrouver. C'est au cœur d'une nature jardinée et luxuriante qu'il nous a confié sa manière de concevoir les jardins et surtout comment il a organisé son propre jardin. Le jardin doit être adapté au mode de vie des gens qui y vivent. Quand on est ici, on ne travaille plus. Voilà. On a de la chance d'être dans un environnement très nature. C'est un petit peu rustique et on vit un peu comme des Robinson. On est au milieu de vergers un petit peu abandonnés, une sorte de petite jungle. Et de la maison dans l'arbre, on voit quand même les tours de la Défense, on voit quand même Paris. Pour la petite histoire, le phare de la Tour Eiffel éclaire le jardin. Voilà, donc on est tout près de Paris et on vit dans un univers complètement naturel. Comment j'ai organisé l'espace de mon jardin ? J'ai défini différents espaces, déjà différents espaces à vivre. Il y a une terrasse au premier étage, une terrasse qui est tout près de la maison. Tout près de la maison, on trouve aussi le potager. Ensuite, lors de mes voyages en Italie, j'ai découvert ce que c'était que les baignades naturelles. Et je me suis dit, le jour où j'aurai une maison, j'aurai une baignade naturelle. Lors d'un voyage en Afrique du Sud, j'ai vu dans un jardin ces chemins en bois qui passent au-dessus de la végétation, qui sinuent comme ça, sans aucun obstacle. Donc j'ai un chemin en bois qui démarre du parking, là où on garde nos voitures, pour monter jusqu'à la maison. Quand on part du bas du jardin, qu'on prend ce chemin, on passe un peu au-dessus de la végétation, on découvre à travers les érables du Japon, à travers les graminées. Il y a une sorte de petit théâtre de verdure circulaire. Ensuite, il y a un jardin japonais, qui est plutôt japonisant, qui a été fait par Endo Toru. On découvre un jardin de taupières. Ensuite, il y a la cabane dans l'arbre, dans le chêne. On découvre la baignade.
souvenirs d'enfance liés au jardin, oui, j'en ai plusieurs. Mon premier carré de potager à l'âge de 4 ou 5 ans, où quand je rentrais de l'école, j'allais déterrer les petites pommes de terre que j'avais plantées la veille pour savoir si elles avaient poussé. Pour moi, le potager est quelque chose d'important parce que je vis dans mon jardin toute l'année et je vis avec mon jardin. Et pour moi, le métier de jardinier et le métier de cuisinier ont beaucoup de valeurs communes et je ne peux pas avoir un jardin sans potager. Ma quête au niveau du jardin, je pense c'est quand le jardin et son propriétaire ne font qu'un. Pour moi, le jardin est un élément essentiel de vie et il faut qu'il s'adapte, que le jardin s'adapte réellement à la personne qui vit dans ce jardin. Les plantes vivaces se divisent au printemps. Alors pour la plupart d'entre elles, c'est assez simple, il suffit d'extraire la souche et de la diviser en plusieurs éclats. Mais savez-vous comment faire pour les graminées, les iris, les menthes ou encore la rhubarbe? Réponse en images, des images animées et commentées par les précieux conseils pratiques du directeur de la rédaction de Rustica, Alain Delavie. Pour diviser la plupart des vivaces, arrachez la souche au printemps ou en automne à l'aide d'une bêche à dents pour endommager le moins possible les racines. Tranchez la motte extraite en plusieurs éclats à l'aide d'un couteau possédant chacun suffisamment de racines et de feuilles. Replantez chaque éclat dans une terre bien ameublie et additionnez de terreau, puis tassez et arrosez. Pour diviser les graminées, sectionnez la souche en plusieurs fragments après extraction de la motte en vous aidant d'un couteau ou d'une bêche bien affûtée. Repiquez les éclats dans une terre bien drainée et mélangée à du sable, puis rabattez les feuilles sèches en hiver. Pour diviser les iris, déterrez délicatement la souche à l'aide d'une bêche à dents après avoir arrosé la terre pour l'ameublir et faciliter l'extraction. Découpez grossièrement des blocs de rhizome, puis éliminez les organes secs ou âgés, ainsi que la terre en excès. Rafraîchissez la base de chaque éclat de 15 à 20 cm avec une serpette, puis repiquez-les, de préférence en été, dans une terre ameublie. Divisez la menthe. Rabattez les tiges avant d'extraire la souche à l'aide d'une bêche à dents. Divisez la motte en plusieurs morceaux avec un couteau, en veillant à bien conserver pour chacun des racines, quelques stolons et des feuilles. Plantez les éclats dans un grand pot enterré, dont le fond a été supprimé afin de limiter la propagation des stolons dans tout le massif. Pour diviser la rhubarbe, coupez les feuilles en septembre-octobre, puis soulevez la souche très délicatement avec une bêche à dents pour ne pas endommager les racines charnues. Tranchez la motte de moitié avec une bêche bien affûtée, puis éliminez les bourgeons et les racines endommagés par l'opération. Replantez les fragments dans un sol enrichi de compost et arrosez copieusement pour bien tasser la terre autour de la motte. La division et le bouturage sont des modes de multiplication qui permettent d'obtenir un grand nombre de plantes rapidement et surtout à très bon compte. Et c'est maintenant au printemps donc qu'il faut procéder. Le magazine Rustica de cette semaine va vous y aider en vous proposant un dossier complet sur les différentes techniques pour multiplier les végétaux. En premier lieu, c'est la division qui vous sera expliquée à grand renfort de croquis, d'explications détaillées et de conseils de pros. Dans un second temps, c'est le bouturage, avec là encore des pas à pas, des astuces et des secrets qui vous permettront d'obtenir des plants à bon compte. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour y fêter le printemps et au potager pour y lancer vos semis et vos plantations. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.